Bonjour et bienvenue à la grande édition. Vous êtes avec moi, Amandine Dikouma-Sabo. Le Premier ministre, Dr Justin Saint-Guillaume, va poursuivre ce samedi sa visite dans la province de l'Est afin d'inspecter divers projets agricoles clés et d'évaluer l'état d'avancement de leur mise en œuvre. Le Premier ministre avait débuté cette visite hier, mais aujourd'hui, Dr Saint-Guillaume va visiter une ferme laitière où sont élevées plus de 80 vaches produisant 250 à 300 litres de lait par jour. La ferme comprend également une unité de filtration d'eau utilisée pour filtrer l'eau destinée aux champs. On continue avec l'actualité pour parler du ministère du Commerce et de l'Industrie qui se félicite de la croissance de la production des industries agroalimentaires qui a augmenté de 24,6%. Il indique que les mesures prises pour valoriser les produits issus de l'agriculture et de l'élevage commencent à porter leurs fruits sur l'économie nationale. Suivant. Sur la route de Nyandungu à Nyarurunga dans le district de Kichukiro dans la ville de Kigali se trouve l'usine Minimex spécialisée dans la transformation de la farine de maïs. Cette usine produit également des aliments pour les animaux ainsi que des matières premières utilisées par les brasseries. Il a une capacité de mouture de transformation de plus de 144 tonnes par jour. Le responsable financier et économique de cette entreprise affirme que la production de cette année a connu une augmentation par rapport à l'année précédente. Les produits agricoles continuent d'être valorisés à travers le pays, aussi bien dans les grandes industries que dans les petites et moyennes entreprises. Les représentants de l'entreprise qui travaillent avec les agriculteurs de maïs, de sorgho et de soja, en achetant leurs récoltes pour les transformer en farine pour bouillie enrichie, indiquent que les productions ont augmenté grâce à l'ajustement de leur marché, ce qui a attiré davantage de clients. Fred Mugabe, analyste des politiques industrielles au ministère du Commerce et de l'Industrie, souligne que la croissance des industries de transformation et de valorisation des produits agricoles et de l'élevage est le fruit des stratégies récemment mises en place par le gouvernement du Rwanda. Le dernier rapport de l'Institut national des statistiques montre que la production des industries de transformation agroalimentaire a augmenté de 24,6% en juin 2025 par rapport à juin 2024. La valorisation des produits agricoles et d'élevage est une politique qui continue de bénéficier d'un fort appui car elle joue un rôle crucial dans l'économie nationale. Une partie de cette production est vendue sur le marché intérieur tandis qu'une autre est exportée, ce qui permet au pays de générer des devises étrangères. Le Rwanda se félicite de la première usine de transformation de lait en poudre dans le pays qui a désormais conquis des marchés dans 8 pays à travers le monde, un an seulement après son inauguration dans le district de Nyagatare à l'est du Rwanda. Le point, c'est avec Jean-Damascène Manishim. C'est en 2021 que la construction de l'usine de transformation de lait en poudre a débuté dans la zone industrielle de Lutaraka, dans le secteur de Nyagatare est du Rwanda. Cette usine, dotée d'une capacité de transformation de 40 tonnes, reçoit actuellement près de 3 millions de litres de lait par mois, fournis par les éleveurs provenant de diverses régions du pays. Chaque mois, l'usine collecte près de 3 millions de litres auprès des éleveurs, principalement ceux de la province de l'Est. En plus de la production du lait en poudre, l'usine fabrique également de l'huile de cuisson à partir du lait. Les éleveurs qui aspiraient à avoir un marché plus large pour leur production laitière ont vu leur rêve se réaliser. Il reste désormais le défi d'augmenter la production. Plus de 7,8 milliards de francs rwandais sont investis chaque mois dans l'achat de lait auprès des éleveurs. L'usine a une capacité de traitement de 40 tonnes de lait en poudre par jour, mais elle en transforme actuellement 25 tonnes par jour en raison de la demande actuelle, tant sur le marché national qu'international. La direction de l'usine affirme que la qualité du lait en poudre produit a permis de pénétrer les marchés internationaux avec des exportations vers 8 pays à travers le monde. Le lait en poudre transformé par l'usine trouve aussi des débouchés sur le marché intérieur, notamment auprès des grandes industries et hôtels. L'usine annonce qu'à partir du mois de septembre, le lait en poudre sera également disponible dans les petites industries, de sorte que tout citoyen désireux de s'en procurer pourra le faire. L'usine a été construite pour un coût total de 54 millions de dollars américains et emploie plus de 250 personnes en permanence, en majorité des Rwandais. Dans presque tous les districts du pays, en particulier ceux où l'élevage est pratiqué, l'usine collecte le lait des éleveurs. Elle travaille actuellement avec 139 centres de collecte de lait,
contre 40 auparavant. Dans ces régions, l'usine dispose de techniciens qui vivent au quotidien avec les éleveurs afin de renforcer les compétences et les aider à augmenter leur production laitière. Les jeunes du camp des réfugiés de Mahama à l'est du Rwanda se réjouissent d'être associés au programme national et maintenant se réjouissent donc d'être associés de création d'emplois pour les jeunes rwandais pour augmenter les opportunités d'emploi aux jeunes aussi bien nationaux qu'étrangers. Le district de Kirehe, dans lequel est situé le camp de réfugiés de Mahama, a organisé une rencontre de ces jeunes avec les employeurs. Ces jeunes apprécient cette opportunité qui est pour eux un moyen de se développer et d'améliorer leurs conditions de vie. Pour l'occasion, donc, environ 400 jeunes ont rencontré des employeurs dans le but d'analyser ensemble la nature du marché du travail et les compétences dont disposent les jeunes. Le district de Kirehe, à l'est du Rwanda, envisage de créer environ 250 000 emplois d'ici 2029. Le camp de Mahama abrite plus de 60 000 réfugiés, à majorité issus de la RDC et du Burundi. On continue avec l'actualité pour parler justement, comme on parle de l'emploi des jeunes, des experts en santé mentale estiment que les jeunes doivent être accompagnés afin de les protéger contre la dépression et le désespoir susceptibles de rendre la vie incertaine pour eux. C'est en tout cas le point de vue du Dr Aristide Taïsile, psychopathologue à Miens en France. Quand est-ce qu'un avenir devient incertain? Ça peut être d'abord par expérience. On peut comparer. À l'époque, quelqu'un qui sortait à l'école primaire, il commençait à se dire qu'il a fait déjà des études. Quelqu'un qui terminait ses études, à l'époque on les appelait les études humanitaires, donc ça veut dire à la fin de l'école secondaire, déjà il trouvait le travail facilement. Aujourd'hui, celui qui a terminé le bac ou la licence, il trouve le travail difficilement. Donc par expérience, on peut aller à l'école, on se dit oui, je vais avoir un diplôme. Après, je vais faire la collation des grades. C'est la joie, c'est la fête. Mais après, on se pose des questions. De quoi ça va nous servir après? Donc cela peut réduire l'envie d'aller à l'école. Si j'ai cette expérience de comparaison, un tel a un master, un tel a une licence, il n'a pas pu terminer, il n'a pas plutôt un travail après ses études, pourquoi je dois aller à l'école? Ça peut être aussi l'inverse. Donc je vais faire beaucoup d'études parce que celui-là qui s'est arrêté sur le master, qui s'est arrêté sur la licence, n'a pas eu un diplôme, n'a pas eu un travail. Donc si j'avance encore et que je dévance, c'est pour être au doctorat ou à un niveau je ne sais pas quoi, ou d'autres diplômes ou d'autres certificats. Donc cela me donne déjà la place et aussi une anticipation pour trouver un job. D'autre part, ce n'est pas seulement par comparaison qu'on peut parler des choses dans ce sens. L'anxiété peut aussi venir de ce que les parents veulent des enfants. Mon enfant est intelligent, il doit être un ingénieur, il doit être un médecin, il réussit bien. Et dans ce sens-là, alors, l'angoisse et le stress commencent. Et l'enfant va aller à l'école, il va travailler parce que ses parents ont décidé ce qu'il va être. Et là, alors, l'anxiété, le stress ne peut qu'augmenter. Ce n'est pas que ça, c'est aussi par rapport à des récompenses. C'est souvent qu'on dit aux enfants, si tu seras le premier, on va t'acheter un vélo. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on propose aux enfants. Mais ces récompenses-là qu'on propose aux enfants ne les aident pas vraiment à suivre l'essence même de l'éducation et de l'enseignement. Parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses facilement ou difficilement avec un stress, avec l'anxiété, pour les oublier rapidement après. Parce qu'ils ont travaillé pour quelque chose. Donc ils ont trouvé la récompense et ils oublient ce qui a pu les amener sur cette récompense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est aussi le système de l'éducation qui peut faire
aussi quelque chose qui nourrit ce stress et cette angoisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si je vais dans une école publique, je vais dire n'importe quoi, une école publique qui se trouve ici à côté, et qu'il y a un autre qui va dans une école où il y a des examens de Cambridge, ou d'autres examens, je ne sais pas, des systèmes internationaux, ces deux enfants-là, ils ne vont pas avoir le même stress et l'anxiété pour répondre à cette éducation. Celui qui est dans une école publique où il n'y a pas beaucoup d'exigences, il va suivre une école tranquillement, sans problème. Alors que celui-là qui a des exigences de « Ah, il y a un examen qui m'attend », non seulement c'est un examen national, mais aussi il y a d'autres examens que les autres ne font pas. Et là, ça va augmenter et à la fois l'anxiété et l'angoisse. Mais c'est aussi un autre point qui est lié à pas seulement au système d'enseignement, mais plutôt au système de vie à l'école. La vie à l'école. À l'époque, c'était se comparer avec les autres, que ce soit du point de vue économique ou ça veut dire le statut. Un enfant qui a des parents qui ont des revenus généreux et un autre qui a des parents qui trouvent difficilement les revenus pour payer les frais scolaires. Ça aussi, ça peut augmenter cela. Donc si j'échoue alors que mon père ou ma mère a vendu son champ ou ses chèvres ou ses vaches pour pouvoir payer mes études, et comment je vais m'en sortir? Ce stress peut aider, cette anxiété peut aider, mais ça peut aussi gâcher la vie de l'enfant, indépendamment de ce qu'on attend de lui. Les habitants vivant à proximité du parc national de Gishwati-Mukura du côté de Ngororero à l'ouest du Rwanda se réjouissent d'avoir bénéficié d'un marché et d'une école grâce aux revenus générés par le tourisme dans le parc. Désormais, ils disposent d'un lieu où vendre leurs produits agricoles et leurs enfants ne doivent plus parcourir de longues distances pour aller à l'école. Suivons les détails. Dogashumbi, situé dans le secteur Bwira, a été construit par l'Office rwandais pour la promotion du développement en utilisant des fonds provenant des recettes et du tourisme effectués dans les parcs nationaux, y compris celui de Gishwati-Mukura. Son marché est opérationnel depuis 2 ans. Les commerçants et les clients affirment que sa construction leur a permis de mieux comprendre les avantages de vivre près d'un parc. Ils n'ont pas seulement reçu un marché, mais aussi une école primaire qui a également été construite dans le secteur Ndaro. Les parents vivant autour de cette école indiquent qu'elle a considérablement soulagé leurs enfants qui n'ont plus à aller étudier plus loin. Dans ces 2 secteurs ruraux encore très verts, les habitants estiment que les infrastructures qui leur ont été offertes sont un engagement mutuel avec le parc, ce qui leur donne le devoir de protéger la biodiversité qu'il abrite. La direction du parc national de Gishwati-Mukura affirme que le partage des revenus touristiques avec les communautés riveraines ainsi que la sensibilisation à l'importance du parc ont contribué à changer les mentalités. Aujourd'hui, plus qu'aucune activité humaine nuisible n'est signalée dans le parc. La direction du parc précise qu'au cours des 3 dernières années, près de 2 milliards de francs rwandais issus du tourisme dans les parcs nationaux ont été partagés entre 24 projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations riveraines dans les districts de Ngororero et de Rutsiro à l'ouest du Rwanda. Actuellement, le district de Ngororero construit des routes pour faciliter l'accès au parc, stimuler le tourisme et permettre aux habitants d'échanger plus facilement leurs biens et services. Place maintenant au président de Ibuka, Dr Gakwenzile Philbert, qui s'exprime à propos de Gasana François, qui est suspect de crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, qui est ici à partir de Norvège. On suit le point de vue de Dr Gakwenzile. Nous avons accueilli avec gratitude, je dirais, l'extradition de Gasana François. Et en même temps que nous marquons nos remerciements, d'une part à l'appareil judiciaire rwandais, mais en même temps aussi le travail qui a été réalisé du côté de la Norvège jusqu'à la prise de décision d'envoyer Gasana pour juger au Rwanda. Vous avez appris que c'est un travail de longue haleine qui a été réalisé puisqu'il y a fait
des appels à plusieurs étapes, c'est son droit, mais l'examen minutieux qui a été mené par la justice norvégienne doit vraiment être bien remercié et être encouragé à travailler toujours dans le même sens. Du côté du Rwanda, le Rwanda a fait son mieux, mais plutôt il faut voir comment les autres pays ont accueilli la demande du Rwanda et on voit qu'il y a pas mal de pays qui n'ont réagi, pour ne pas dire qui ont réagi négativement, mais de toute façon qui n'ont fait rien. Et parmi même ces pays, il y a les pays africains et je dirais qu'ils doivent réellement aller dans le même sens que la Norvège, qui est à ce que le crime de génocide, c'est un crime contre l'humanité et c'est un crime aussi qui dépend de la justice pénale internationale. Donc, ils doivent au moins respecter ce qui a été exprimé par la Convention de prévention et de répression du génocide commis contre les Tutsis qui a été signé au sein de l'ONU en 1948. Nous avons le droit d'être optimistes, mais en même temps, il faut être réaliste. Vu ce qui a été fait pendant ces 30 ans, on voit qu'il y a encore du travail. Mais de notre côté, que ce soit évoqué comme société civile, que ce soit la République rwandaise, l'État rwandais, nous continuons toujours à pousser et à sensibiliser pour que les autres pays vraiment puissent réagir et lutter contre l'impunité. L'organe national de poursuite judiciaire du Rwanda a reçu donc François Gassan alias Francky Dusabe à la suite de son extradition du Royaume de Norvège. Ce présumé génocidaire vient pour être jugé sur les crimes de génocide dont il est accusé. De la justice maintenant à l'économie, parlons de l'expo internationale qui se tient à Kigali à Gikondo. Les participants qui se réjouissent de ce que ça rapporte s'expriment à ce propos. Je suis dans plusieurs pays en Afrique. Au moins, j'ai fait 21 pays en Afrique. Pour les expositions, un peu partout. Pour ici, je vois que l'organisation était très bien paxée. Au niveau aussi de la douane, c'est accurant. Il n'y a pas trop de tasses qui va nous faire reculer pour qu'on ne revienne pas. Il n'y a pas trop de tasses. Concernant les prix de stand, c'est ça qui est un peu cher. C'est un peu cher, $1350, c'est un peu cher. Et actuellement, le crise est un peu partout dans le monde et en Afrique. Avec le billet d'avion, l'hôtel, tout ça, là, on ne peut pas arriver à s'en sortir. Donc si on peut réduire un peu les prix par rapport aux autres pays, ça serait très bon. Donc, ça serait une très bonne chose de réduire un peu les prix des stands. Ça fait un. Le deuxièmement, le vente aussi, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Par exemple, moi, j'ai quitté du Bénin, nous on mange le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, l'argent, le franc rwandais est un peu plus bas par rapport au franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'avant que je vais obtenir 5 000 francs de chez moi de l'Afrique de l'Ouest, il faut près de 15 000 francs rwandais. Vous voyez? Donc quand tu dis au pauvre client, par exemple, ce que je vais vendre à 5 000 francs de chez moi, je dis 15 000 ou bien 20 000 francs, avant qu'ils vont discuter, ils vont dire, bon, 2 000 francs rwandais, et ça revient à pas moins de 1 000 francs, 600 ou bien moins de 700. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo.